Donc chapitre 10, la 5ème République, de la République gaullienne à l'alternance et cohabitation. Ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est concrètement qu'est-ce que c'est que la 5ème République d'un point de vue politique, qu'est-ce qui change par rapport à la 4ème République, etc. Et donc la question, comment les institutions et les pratiques politiques se transforment-elles sous la 5ème République? On va voir que la politique, comment dire, la 5ème République du général de Gaulle n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer avec le général de Gaulle 1958-1969. Comment il arrive au pouvoir, le général de Gaulle? On est en pleine guerre d'Algérie. On a un pouvoir qui est bancal, on n'arrive pas à gérer ces attentats, etc. Donc la guerre d'Algérie, je vous rappelle, qui débute en 54. Et on craint qu'il y ait un soulèvement militaire, un coup d'état militaire à Alger. On craint que la République tombe dans les mains en fait d'une dictature ou de l'armée. Et dans le doute, on fait appel au général de Gaulle, c'est un peu le sauveur ici. On lui confie effectivement les pouvoirs pour qu'il puisse gouverner, établir un nouveau gouvernement. Et ce que fait le général de Gaulle, c'est qu'il dit, moi je le fais, mais on va établir une nouvelle constitution. Donc il travaille à l'établissement d'une nouvelle constitution qui sera adoptée en 1958. Donc date à apprendre par cœur, c'est pour ça que c'est en rouge. Et dans cette constitution, on a le pouvoir législatif et exécutif qui sont séparés. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir du Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, qui ont comme objectif de voter les lois, d'accord, et de proposer aussi des lois. Et du côté exécutif, c'est le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République et ses ministres, notamment son Premier ministre, qui eux doivent exécuter les lois, les appliquer, etc. En fait, être sûr qu'elles sont bien appliquées partout et qui ont aussi une force de proposition. Ils peuvent proposer les lois, mais en aucun cas ils peuvent les imposer. D'accord? Donc on est vraiment sur un pouvoir qui est et exécutif et législatif et on commence là du coup sur ce qu'on appelle la partie parlementaire. C'est le premier point, il faut l'avoir en tête. Et donc je vous ai mis deux images de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ce sont les hémicycles, ça fait penser à des amphithéâtres, etc. Et vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat donc, qui se ressemblent beaucoup, mais il y a quand même des particularités. Évidemment, j'ai pris les photos où ils étaient nombreux. De toute manière, je pense pas qu'il y ait énormément de photos où il ne reste pas grand-chose sur le site de l'Assemblée nationale. Bref. Donc ça, c'est le premier point de la République voulue par De Gaulle. Et ensuite, cette République, c'est aussi une République où il y a un pouvoir exécutif fort. Je vous rappelle que le général De Gaulle avait démissionné du GPRF en 1946. Parce qu'il avait vu que la 4ème République ressemblerait beaucoup à la 3ème République et il a refusé. Il avait dit, moi je veux un pouvoir exécutif fort. Et donc ce qu'il met en place en 1962 pour montrer ce pouvoir exécutif fort, on a une modification de la Constitution. À partir de 62, le président est élu au suffrage universel. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus tard, quand vous serez majeur, et si vous êtes déjà majeur, vous votez pour le président de la République. Mais ce n'était pas le cas lors de la toute première élection, ça ne se passait pas comme ça. Nice, bien joué Wenlock. Ensuite, donc les présidents à cette époque sont élus pour 7 ans, c'est ce qu'on appelle un septennat. Et ce sera que bien plus tard, après hors programme en fait, qu'on passera au quinquennat. Les pouvoirs du président, il peut notamment organiser des référendums, donc poser une question aux Français, ces derniers doivent répondre par oui ou par non. Dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, effectivement, il peut faire en sorte que l'Assemblée nationale soit totalement dissoute et qu'on n'en parle plus. Et enfin, l'article 16 ensuite, donc notamment pour prendre des mesures en cas de menaces graves. Non, si c'est ça, des institutions qui s'adaptent. Alors comment ça va se passer? Donc la continuité après le général de Gaulle. Le général de Gaulle va faire son premier quinquennat, donc sans difficulté, il va être réélu en 65. Donc il démissionne en 1969, pourquoi? Parce qu'en mai 68, c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre, il y a des contestations de la part des ouvriers, de la part des jeunes, etc. Le pouvoir de Gaulle est contesté. Pourtant, il gagne les élections de 68, il n'y a aucun problème, mais en 69, il fait une loi qui visait à refonder le Sénat, en tout cas modifier le Sénat. Sauf qu'une grande partie de la population vote non et il prend ça comme une défaite personnelle, comme il comprend plus les Français, etc. Et donc il démissionne en 69. Et c'est l'un de ses anciens premiers ministres qui est élu, Georges Pompidou, qui lui va mourir en 74. Donc il n'a pas fait la fin de son septennat. Et du coup en 74, c'est un nouveau président qui n'est pas gaulliste, qui n'appartient pas au général de Gaulle, mais qui est, enfin au parti du général de Gaulle, mais qui est toujours de droite. Valéry Giscard d'Estaing, Valéry c'est son prénom, Giscard c'est son nom de famille.
Et d'Estaing aussi, mais par après il va faire l'achat effectivement de la petite particule. Et donc c'est sa victoire et il ne remettra absolument pas en cause le système gaulliste. C'est pour ça qu'on parle de continuité. Il n'y a aucune remise en question de la 5ème République. Donc voilà les photographies des portraits des 5e présidents de la République, donc De Gaulle et Pompidou. Donc vous voyez, on est vraiment sur le roi, le monarque républicain, comme certains pouvaient le dire. Pompidou qui va vraiment être dans la continuité, exactement pareil que le général De Gaulle. Enfin bref, on est vraiment dans la même idée. En revanche, Valéry Giscard d'Estaing, c'est soft, le drapeau France derrière, tac, avec sa petite légion d'honneur, etc. Mais voilà, globalement, on voit qu'on n'est plus du tout dans le même domaine. En fait, il veut montrer une nouvelle image de la France, ou du moins de la politique française. On n'est plus du tout à l'époque des gaullistes. Mais on va avoir en 1981 ce qu'on appelle l'alternance. Valéry Giscard d'Estaing perd l'élection. C'est François Mitterrand qui devient président. C'est le premier président socialiste de la 5ème République, donc c'est la première fois qu'on le voit effectivement au pouvoir, et donc tout simplement c'est la première fois que la gauche est au pouvoir, et ça c'est assez important, et c'est ce qu'on appelle l'alternance. Donc je vous ai mis la définition à prendre. L'alternance, c'est le changement de majorité de la droite à la gauche ou inversement. Donc c'est pour ça on alterne entre gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, ce qui ne marche plus du tout avec Emmanuel Macron, et je pense qu'Emmanuel Macron, on devrait le rajouter dans ce chapitre si c'était au programme. François Mitterrand, qui avait beaucoup contesté le général de Gaulle en 1965, qui était contre sa politique, etc., qui trouvait qu'il avait même sorti un livre qui s'appelait Le coup d'état permanent, pour montrer que la 5ème République, c'était un coup d'état. Les Français ne pouvaient pas choisir, puisque contrairement à ce qui se passait avant, le Parlement était plutôt fixe et ne bougeait pas, donc c'était un coup d'état pour 5 ans. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il ne changera absolument pas la Constitution, il va ni changer les pouvoirs du président, donc les pouvoirs qu'il critiquait à l'époque du général de Gaulle, il va les garder. Parce que finalement, quand on est au pouvoir, c'est très difficile de changer quoi que ce soit après. C'est très difficile de se dire je vais pas avoir moins de pouvoir quand on a effectivement ce contrôle. Donc la cohabitation qui est importante, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, vous avez le Parlement qui était tombé à gauche en 1981, le Parlement qui est élu pour 5 ans, le président qui est élu pour 7 ans, et ben il se trouve à un moment, en 86, François Mitterrand est toujours au pouvoir, il lui reste 2 ans à faire de son premier quinquennat. Mais c'est les élections législatives et ça va changer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la droite qui arrive au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on parle de cohabitation. C'est la situation politique où le président de la République appartient à un parti opposé à celui du Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement ne peut pas fonctionner sans effectivement avoir le soutien du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement peut effectivement forcer les gouvernements à démissionner. Et donc pour éviter ça, le président de la République est obligé de nommer un Premier ministre dans le camp des vainqueurs de l'Assemblée nationale. Et donc il va tout simplement nommer Jacques Chirac, qui est le président de la droite à cette époque. Enfin le président de la droite, qui est l'un des chefs de la droite à cette époque. Mais même avec une cohabitation, il n'y a pas de paralysé de la vie politique. C'est-à-dire que les deux vont trouver une solution. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, Mitterrand va se réserver le domaine du président de la République, c'est-à-dire tout ce qui est relations internationales et la défense du territoire. Clairement, c'est son domaine, c'est le domaine du président, puisque le président est le chef des armées. Et de ce fait, Jacques Chirac, lui, va se concentrer en fait sur tout le reste, donc sur la politique intérieure, sur la culture ou autre. Et donc, ils sont souvent présents, tous les deux, à certaines réunions. Mais voilà, c'est la première cohabitation, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, depuis qu'on est passé au quinquennat pour le président de la République, vous remarquerez que les élections législatives se font un mois après généralement les élections présidentielles, pour éviter une potentielle cohabitation, parce que logiquement le président qui a gagné devrait aussi gagner après l'élection législative. Donc voilà pour ce chapitre, et je vous ai tout dit.